Ce programme est présenté par votre garage Automobile Center, membre du réseau AD au Mans. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier V8 Le Mag de l'année 2016. Bonne année à tous, bonheur, santé, plein de bonnes choses et de réussite. Je salue les animateurs de l'émission, Bruno Vandestick, bonjour. Bonjour Michel et bonne année à tout le monde. Brulon, bonjour. Bonjour Michel. Ainsi que nos invités, Damien Saunier du Junior Team Suzuki. Bonjour à tous. Et Jean-Claude Poirier. Bonjour à tous. Bonjour. Au menu de ce V8 Le Mag 2016, nous aurons la remise des trophées ACO 2015. Damien Saunier nous fera le bilan de la saison 2015 et présentera celle de 2016. Un reportage ensuite au sein de l'écurie Dams avec une présentation détaillée de la Formule E électrique. Nous parlerons ensuite du retour de Ford au Mans en évoquant les photos de Jean-Claude Poirier des grandes années Ford, les années 60. Et enfin, Pascal Brulon nous présentera une Chevrolet électrique ainsi que la Méhari électrique. Beaucoup d'électricité donc dans cette émission, mais rassurez-vous, l'ambiance ne l'est pas. Place à V8 Le Mag. Samedi dernier, Bruno, vous nous présentiez, vous avez animé la remise des trophées ACO. Allez, rapide. 3980 licenciés au sein de cette grande maison, parce que naturellement, quand on parle de l'Automobile Club de l'Ouest, on parle des 24 heures du Mans, de tout ce qui se passe intramuros, circuit Bugatti, circuit de karting, mais il y a également des associations sportives qui sont réparties dans tout l'Ouest et qui organisent des courses comme bien sûr des rallyes, des slaloms, courses de côte. Et cela aussi mérite chaque année une cérémonie pour dire bravo parce que ce que vous faites c'est bien. C'est vrai que ça permet justement de véhiculer un esprit sportif et associatif qui correspond finalement vraiment aux valeurs de la CO. Une bonne centaine de coupes qui ont été remises. Il faut savoir en fait qu'au niveau des 3980 licenciés, il y en a 2616 en auto, 1114 en moto, 205 en rallye et que ces associations ont organisé 101 épreuves en 2015. On sait déjà qu'il y en aura 105 pour 2016. Donc c'est le plein succès et c'était normal de remettre ces coupes. On regarde le sujet. Samedi 16 janvier étaient remis les trophées ACO 2015, récompensant tous les pilotes et équipes classées en karting, moto et auto, ainsi que les commissaires de piste pour leur travail pendant les courses. Étaient également à l'honneur Jacques Nicolet du Hawk Racing, Julien Canal, champion du monde en LMP2, et Dominique Mélian du Suzuki Endurance Racing Team, champion du monde moto en endurance. Oui, il n'est pas trop mauvaise, c'est vrai. Alors encore un trophée. Moi, j'avoue que je ne sature pas et que j'ai toujours ce même plaisir à récupérer ces trophées qui sont un petit peu des trophées dédiés à toute une équipe qui fait ce qu'il faut pour justement les avoir, ces fameux trophées. Alors oui, toujours le même bonheur et puis l'envie de continuer et l'envie d'avoir à nouveau d'autres trophées. Alors, tout de même un peu en colère à propos du calendrier 2016. Oui, à propos de ce calendrier déjà un peu en colère, disons que c'est un calendrier qui est gênant, je pense qu'il n'a pas été réfléchi du moins jusqu'au bout et qui nous pose des problèmes, vraiment. Problème d'avoir ce calendrier à cheval sur 2 saisons fiscales, on va dire, sur 2 années. Et ça, c'est quand même important. D'avoir aussi un problème de délai de temps entre la fin d'une saison et le début de la seconde. Et nous, on doit fabriquer nos motos de A à Z. Chose que les autres championnats n'ont pas à faire. Alors voilà, avoir 1 mois de délai, c'est beaucoup trop court. Et puis bon, le championnat avant, il était bien, le calendrier aussi. Alors c'est dommage que là, on ait empiété sur des choses qui ne sont pas de... Voilà, je trouve pas bien. Alors tout de même pour 2016, les nouveautés, nouvelles motos, les pilotes. Non, alors 2016, nouveautés, pas beaucoup de nouveautés pour commencer la saison. On est même pilote, et ça, faut pas que je me plaigne, j'ai une très très bonne équipe de pilotes, donc on va garder les mêmes. Quand on a une équipe qui gagne, on la garde. Quand on a une nouvelle moto, elle va arriver fin 2016, probablement pour la saison 2017, qui, comme on le sait, va commencer en 2016. On reste avec Suzuki et Damien Saunier, donc vous êtes le team manager du Junior Team Suzuki. Alors, premier bilan d'abord de cette année écoulée 2015.
C'est une bonne année, globalement on a passé une bonne saison autant techniquement avec les mécanos, les élèves du lycée polyvalent Le Mans Sud que sportivement avec les 3 pilotes. En championnat de France Superbike, Baptiste Guité termine vice-champion de France en 1000 Superstock, Romain Maître termine 3e du championnat de France Superstock, donc là on met les 2 pilotes sur le podium. Et puis Greg Black, qui était le pilote le plus rapide des 3, lui par contre termine 4e au championnat de France 1000 Superbike, parce qu'il y a 2 catégories intégrées en même temps et qui roulent dans les mêmes courses. Donc c'est une bonne saison en championnat de France. En endurance, je dirais oui jusqu'au Bol d'Or, oui au Mans très bien, 4e du classement général, premier Superstock, au Schorsleben pareil, et puis le Bol d'Or, je dirais que ça se goupillait plutôt bien jusqu'au moment où il y a eu un petit problème moteur et qui nous a entraîné ensuite une chute et on est contraint à abandonner, malgré qu'on ait quand même essayé de remonter le moteur, démonter le moteur, essayer de trouver une solution pour le remonter, mais là je dirais qu'on a eu beau avoir un petit coup de main des mécanos de chez Dominique, mais on n'a pas pu le remonter et du coup abandon, et on termine 2e de la Coupe du Monde Superstock 1000, ce qui est globalement un bon résultat, mais après l'avoir gagné en 2014, on espérait la regagner en 2015. Alors, on entendait Dominique Meillan assez mécontent du calendrier 2016, qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi je suis un petit peu partagé, disons que c'est sûr que l'endurance telle qu'elle était, elle fonctionnait quand même, faut pas rêver, ça marchait quand même globalement bien. Nous ça nous permettait de faire les 2 championnats, de faire l'endurance et le championnat de France par rapport à la rotation avec les élèves. Maintenant si le championnat évolue à commencer je dirais en septembre et finir en juillet-août, fonction des calendriers, ça laisse peu de temps entre l'intersaison pour les saisons prochaines, et puis surtout que nous ça ne nous permettra pas de faire et le championnat d'endurance et le championnat de France de vitesse. Parce qu'on sera contraint à jouer sur deux timings différents, 2 plannings différents, et là ce ne sera pas possible par rapport à la rotation des élèves. Et puis après, je dirais qu'on aura toujours ces 7-8 courses en championnat de France Superbike et les 5-6 courses de l'endurance du championnat du monde d'endurance. Donc on ne pourra pas faire les 2. On continuera sur, je pense, le championnat de France Superbike et les 24 heures du Mans, le Bol d'Or, les 2 grandes épreuves phares de l'endurance. Monsieur Thierry, le proviseur, on en a déjà parlé, et est toujours prêt à faire de l'endurance, ça, il n'y a pas de souci. Oui, vous avez programmé 3 courses du championnat du monde. Pour cette année, oui, il y aura donc sur les 4. Sur les 4, ouais, tout à fait. Il y a que Suzuka, alors qui fait partie de l'année 2016. La saison 2016, voilà, étant donné que le Bol d'Or sera sur la saison 2016, mais sur l'année 2016, mais sur la saison 2017, étant donné qu'on jouera maintenant sur deux années différentes, là on fera cette année Le Mans, Portimao et au Schorsleben. Suzuka n'étant considéré comme les Superstock n'étant pas invités sur cette épreuve, étant donné que après c'est des coûts financiers relativement importants, le fret, le Japon, etc. C'est compliqué. Les nouveautés, vous avez une nouvelle moto? Pas pour l'instant, disons que les nouveautés. Elle marche bien, pourquoi la changer? Déjà, comme dit Bruno, elle marche bien, pourquoi la changer? Voilà. Après, c'est vrai que la concurrence ne fait pas trop de cadeaux. Je dirais que toutes les marques ont mis en avant une nouvelle moto. Kawasaki le fait encore cette année. Là, la nouvelle moto arrivera, j'espère, fin d'année. Est-ce qu'on aura la possibilité de faire une course du championnat de France Superbike en fin d'année? Peut-être. On ne sait pas. En tous les cas, on l'aura pour 2017. Je l'espère pour la fin 2016. Pour que ce soit bien clair, en fait, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire du calendrier, l'épreuve estivale de Suzuka, parce qu'au Japon, naturellement les constructeurs essentiellement sont japonais, marquerait la finale du championnat du monde. Et le Bol d'Or marquerait l'ouverture du championnat du monde suivant, même s'il est effectivement en septembre. Donc ce sera un championnat 2016-2017 qui commencera par le Bol d'Or, dont le Mans fera partie, et le championnat se terminera l'été 2017 à Suzuka. Et ensuite on entamera en septembre 2017 la saison 2017-2018. En fait. Voilà. Ça vous arrange pas quand même, malgré... Nous, par rapport au fonctionnement avec les élèves du lycée, non, ça nous arrange pas. Après, on fonctionnera sur le principe du foot, du basket, où la saison commence en août-septembre et se termine en juillet. Voilà, c'est le même principe rapporté à l'endurance moto. Voilà. En pilote, alors en pilote, Greg Black est parti à la concurrence, donc à la fois je suis déçu et content de le voir partir parce qu'il a fait un super boulot durant les deux années au junior, donc ça c'est très bien. Je veux dire, le but du junior c'est de former des élèves mécanos, de préparer et de former des élèves pilotes dans le but de les voir évoluer dans des teams officiels. Donc là je dirais qu'on a rempli le contrat, il part, dommage et tant mieux, et c'est très bien. Donc chez MG Compétition pour faire championnat d'Europe 1000 Superstock, et il roulera sur une Suzuki, la numéro 50 de Marc Motret, sur le championnat du monde d'endurance sur la totalité du championnat. Donc on garde Romain Maître et Baptiste Guité. Après avoir eu le père il y a de nombreuses années, maintenant on a toujours Baptiste et il fait un super travail, il a fait une très belle saison. Et puis Robin Camus qui est vice-champion de France 600 Supersport, qui roulait dans une équipe concurrente à nous, intègre l'équipe comme pilote titulaire en Superstock 1000 et sur l'équipage d'endurance, donc avec Baptiste et Romain.
Donc vos ambitions, bien sûr, reconquérir ce titre. Bon, oui. Oui. Ambition, ouais, effectivement, de mettre les 3 pilotes sur le podium aux avant-postes du championnat de France Superstock 1000, et puis en vitesse, et puis l'endurance, et effectivement aller chercher le titre en Superstock comme 2014 et surtout pas comme 2015. Merci beaucoup, Damien Saunier, Avec plaisir. d'avoir participé à cette émission. On a donc la chance d'avoir au Mans des écuries très performantes en moto, donc chez Suzuki notamment. Il y en a également qui excellent en monoplace. C'est le cas de Dams qui présente son programme 2016. Dams est le spécialiste sartois de la monoplace, engagé dans 3 catégories. La première, la plus ancienne pour Dams, le GP2, qui devrait devenir la Formule 2. On est dans GP2 depuis assez longtemps, depuis la création de la discipline en 2005. Donc c'est une des disciplines dans laquelle on est le plus investi. Le GP2, en fait, c'est l'ancienne Formule 3000. C'est encore un nom qui parle aux gens, donc on peut le dire. C'est l'ancienne Formule 3000. Et c'est vraiment le dernier échelon avant l'accès à la Formule 1. Alors vous me posez la question, est-ce que le GP2 va devenir F2 ? Oui, on en parle. Ce serait bien parce que l'appellation serait plus facile pour les gens, F1, F2. Malheureusement, ce ne sera pas pour 2016, mais on peut penser que 2017, on aura bien une nouvelle appellation qui sera Formule 2. Donc on a un Britannique, Alex Lynn, redoublant chez nous. Il a fait une très belle première année, 2 victoires, 2 pole positions. Pour un rookie, c'est assez exceptionnel. C'est pour ça qu'on a tout fait pour le garder. Et pour épauler Alex, on a un petit jeune qui s'appelle donc Nicolas Latifi, un Canadien. C'est des courses qui ont lui enlevé de rideau des Grands Prix de Formule 1. On fait toutes les courses européennes de la F1, plus quelques courses supplémentaires, comme par exemple Abu Dhabi. On va aller aussi à Sochi. En gros, c'est 11 courses de Formule 1 dans lesquelles nous participons à 2 courses. Il y a une course le samedi, juste après la qualification de la Formule 1, et on a une course le dimanche matin, juste avant le Grand Prix. C'est des voitures très performantes. On a des voitures qui font 600 chevaux, 630 chevaux pour 650 kilos. C'est des voitures qui ont un niveau de performance à peu près qui se situe à 6 secondes d'une Formule 1 aujourd'hui. Alors, autre catégorie, la deuxième série de promotion, en fin de compte, toute nouvelle, là, c'est la GP3, qui remplace en fin de compte la Formule Renault 3,5 litres. Donc, World Series, c'est fini. Maintenant, GP3. Voilà, une page se tourne pour nous, à regret, parce que c'était un très beau chapitre de l'histoire de Dams, la World Series by Renault, avec la Formule Renault 3,5 litres. Et donc, on a décidé de choisir de partir sur ce nouveau championnat GP3, qui est un championnat qui, comme son nom l'indique, est juste avant la GP2. Alors, les différences, elles sont assez minimes. C'est à peu près le même calendrier que le GP2. Ce sont des voitures assez similaires. La grosse différence se fait au niveau de la puissance. On est avec des voitures qui vont faire à peu près 400 chevaux par rapport aux 630 d'une GP2, donc des voitures moins puissantes, mais qui sont destinées à former des jeunes, et puis les meilleurs jeunes qu'on arrivera à détecter dans cette discipline GP3. On espère les emmener avec nous en GP2. Alors, troisième catégorie, c'est la Formule 1 électrique, la Formule E en français. Voilà, tout à fait. Donc c'est un engagement là, très fort avec Renault, puisque c'est une association avec Renault, Alain Prost également. Quelle est justement la part de travail, la répartition entre les équipes Renault, les équipes Dams, entre Alain Prost, entre Jean-Paul Driot? Oui. Comment ça se répartit tout ça? Je dirais très bien. L'organisation est la suivante. En fait, donc cette équipe, elle a été créée par Alain Prost avec Jean-Paul Driot, qui est le propriétaire par ailleurs de Dams. Ils ont créé leur propre équipe qui s'appelle iDams. Et rapidement, ils ont trouvé comme partenaire principal Renault. Et donc, on a démarré. Nous, notre rôle chez Dams, c'est d'apporter à iDams tout le service, toute la structure d'ingénierie et de gestion sportive. Donc, on arrive, on gère les voitures, on gère les pilotes, on organise l'équipe, on gère les déplacements de toute l'équipe. Donc, le moteur électrique et la boîte de vitesse, qui était au départ commun à toutes les écuries. Aujourd'hui, tout est libre. Tout est libre à ce niveau-là. Et donc Renault a développé, en partenariat avec nous, un nouveau moteur électrique et une nouvelle boîte de vitesse. Alors là, le travail s'est réparti entre nous. Renault nous a demandé quel était notre cahier des charges, quels étaient nos souhaits, quelles étaient nos idées. Renault a amené ses idées aussi. Et de ça, voilà, on a fait en fait, je dirais, notre liste au Père Noël. Et puis il y a le Père Noël Renault qui est arrivé après avec une solution qui aujourd'hui s'avère assez performante, ma foi. Apparemment, parce que vous avez gagné 2 grands prix.
Voilà. Sur les 3 disputés jusqu'à présent. Voilà, on est en tête du championnat pilote, on est en tête du championnat team. Vous avez déjà gagné l'année dernière. Voilà, on était sur une bonne, en effet, sur une bonne période. Mais vous savez, c'est pas facile parce qu'aujourd'hui, la Formule E prend de plus en plus d'importance et intéresse de plus en plus de constructeurs. Il y a Audi, il y a Mahindra qui est un constructeur indien. On a aujourd'hui Jaguar qui arrive, il y a Renault, donc il y a Citroën qu'on ne peut pas oublier, qui arrive avec DS, qui a développé vraiment un concept aussi au niveau de la boîte et du moteur qui est assez intéressant. C'est assez fabuleux justement la diversité technique choisie par les différents constructeurs. On peut dire donc la DS, on en parlait, c'est 2 moteurs en série. Dragon par exemple, c'est un moteur électrique associé à une boîte 4 vitesses. Et donc Renault Idams a choisi un moteur et une boîte à 2 vitesses. Tout à fait. Et on a commencé à faire des simulations avec une boîte à 3 ou 4 vitesses, avec une boîte à variateur, sans vitesse. Et au final, on est parti sur ce choix d'avoir 2 vitesses, qui nous semble être aujourd'hui le plus intéressant et le plus performant par rapport au type de circuit qu'on allait rencontrer. Je vous propose d'écouter le son au démarrage d'une Formule Idams. Ce n'est pas un V12, mais c'est tout de même impressionnant. Alors vous parliez des circuits, on a donc Pékin, Berlin, Moscou, Londres et Paris cette année, le 23 avril. C'est prestigieux quand même pour... Oui, bon, là on est très fiers parce que bon, déjà organiser un Grand Prix à Paris, c'était déjà un rêve. C'est un rêve qui se réalise avec un beau Grand Prix de Formule E qui aura lieu autour des Invalides, donc un endroit un peu déjà assez unique. Et je pense qu'on va avoir beaucoup d'intérêt de l'ensemble de la population parisienne parce que ça va être un beau show, ça va être un bel événement avec des grands pilotes, des belles écuries, des constructeurs qui vont avoir à cœur de faire une belle opération marketing sur Paris. Donc les pilotes, oui, sur 20 pilotes de Formule 1, il y en a 10 qui viennent de la F1 quand même. Chez vous, Nicolas Prost et Sébastien Buemi. Le choix des pilotes, c'est fait comment? C'est Renault, c'est Dams? Non, alors c'est toujours un choix. Là, dans le cas présent, c'est beaucoup Jean-Paul Driot et Alain Prost qui ont fait ce choix-là. Mais il y avait une logique par rapport à leur parcours à tous les deux. C'est 2 pilotes professionnels. Tous les deux étaient en endurance, mais en même temps, tous les deux ont un cursus monoplace réussi. Quand on a la possibilité de parler à ces 2 pilotes-là et qu'on a la possibilité de les signer, on n'hésite pas et bien nous en a pris parce que depuis l'année dernière, ils nous ont rapporté de belles victoires, de belles pole positions et puis aussi un très beau titre, le titre de champion team l'année dernière. Comment la structure Dams gère-t-elle tout cela? Les participations dans les 3 formules que nous avons présentées. La Formule E, c'est plutôt en hiver. GP2, GP3, c'est les Grands Prix de F1, donc printemps, été, automne. Vous ne prenez jamais de vacances alors? C'est vrai que les vacances sont courtes. Non, on a réussi à s'organiser. On a des gens dédiés. Il y a une équipe dédiée sur la Formule E. On a quelques personnes qui viennent en support. Mais globalement, on a, en tant qu'ingénieur ou mécanicien, des gens qui sont complètement dédiés à chaque championnat. Alors, ça représente combien de personnes, Dams? Alors Dams, aujourd'hui, c'est en pleine saison, c'est 42 personnes. 42 personnes. En moyenne, il y a entre 15 et 18 personnes dédiées à chaque catégorie. Ça fluctue en fonction des courses. On passe maintenant avec l'endurance et le retour de Ford. Ce retour de Ford qui est annoncé avec notre pilote sartois, Sébastien Bourdet. Oui, pour la course des 24 heures du Mans ou encore celle du North American Endurance Cup, mais globalement, c'est le retour de ce grand constructeur qu'il faut effectivement saluer. Et ce 50 ans après la première victoire de Ford de 24 heures du Mans, victoire d'ailleurs assortie d'un triplé cette année-là, mais j'allais dire tremplin, parce que c'est vrai que ça avait été aussi le tremplin de plein de belles choses. Je serais tenté de dire que la saison n'a même pas commencé, y compris en référence aux 24 heures de Daytona, où les Ford seront au départ, que déjà le retour investissement, rien que par l'image et l'effet d'annonce, est suffisant.
Sincèrement, tout le monde en parle. Je trouve que c'est absolument génial. Et peut-être même, pour la première fois dans l'histoire des 24 heures du Mans, on s'intéressera autant au GT qu'au proto. On s'intéressera toujours autant au proto, mais on va porter le même niveau de considération aux voitures GT. Et ça, c'est vraiment, vraiment extraordinaire, puisque Ford revient aussi pour défier Ferrari. Mais j'ai envie de dire que c'est aussi et surtout pour battre General Motors et Corvette. C'est ça qui est toujours génial. Tant pis, c'est un discours déjà entendu, mais c'est génial de voir que c'est notre bonne ville du Mans, au cœur de la Sarthe, qui va faire encore l'objet, le cadre de cet extraordinaire bras de fer. Moi, je trouve ça vraiment extra. Voilà. Est-ce qu'on s'intéresse en moto autant au Superstock qu'à la classe supérieure? Vous avez ce sentiment? Ah oui, je pense, oui. Oui, Oui, tout à fait, oui, on s'intéresse à tout. Vous Oui. n'êtes pas Ah non, délaissé. Alors on revient à Ford et donc ses participations dans les années 64 à 69. Voilà, absolument, avec 4 victoires de 1966 à 1969 inclus. Qu'est-ce que l'on pourrait dire? Déjà avoir battu Ferrari en 1966, avoir passé le cap des 5000 km pour la première fois dans l'histoire des 24 heures du Mans en 1967, avoir gagné une course en septembre en 1968 et avoir finalement offert l'arrivée la plus disputée de toute l'histoire des 24 heures du Mans en 1969 avec Jack Hicks et Hans Herrmann. Plutôt que de dire 120 mètres, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on veut toujours dire 120 mètres, on a bien regardé plusieurs fois le film, il y a 1 seconde et demie d'écart entre les deux voitures à l'arrivée. Ça c'est absolument extraordinaire et donc oui, c'est vrai que c'est un morceau d'histoire et puis là, du côté des pilotes on va récupérer du beau monde. Je vous propose de regarder un diaporama préparé par Jean-Claude Poirier sur les 5 années de participation de Ford. Alors on démarre par 1964. Voilà, donc vous pouvez... Ça, c'est le départ pour les essais d'avril. Au pied de l'avion, là. Au pied de l'avion. La traversée du Grand Lucé. Wow. Formidable. Ah oui, parce qu'il venait de la Sarthe. Il venait par la route. Et là, on a retrouvé aussi une ambiance pesage à l'époque où il était sorti des Jacobins, en fait. Il se faisait dans le secteur du circuit. Ça, c'est... Alors, il y a John Weyer qui est sur la droite. Ouais. Avec le futur vainqueur de 65. D'accord. Ouais. Masten Gregory. Ouais, quelques jolis... Carroll Shelby, c'est ça? Carroll Shelby, voilà, toujours... Et ça, c'est Bob Bondurant qui dit la Ford, c'est relaxant. C'est vraiment des photos aussi extraordinaires, avec de belles images couleurs. C'est le départ des 24 heures. Le départ avec en première ligne, ça c'est la Ford de J, qui est venue qu'aux essais d'avril, qui n'a pas été... Elle a couru ou pas? Non, pas ça. Non, elle a fait que les essais d'avril. La Mark 4 qui est très très inspirée, mais c'est pas les cette voiture-là. voitures sur la route venant au Mans, ça c'est dans le garage Peugeot. Du Mans? Du Mans. Qui accueillait Ford? Ouais. D'accord. Le fameux camion qui portait les Cobras avant, Alan Mann. Une vue avec le Maine libre. Ouais. Ah ouais, ça c'est vraiment extraordinaire. Ça c'est l'arrivée de 1966. Arrivée, Ah non, ça c'est 66. Oui, c'est bien ce que je viens de dire. Peu importe. Oui, je pense qu'il y a une autre. Ouais. Et puis là, on retrouve effectivement la Mark 4 qui est... Alors ça, c'est pas celle qui va gagner en 67, mais on va dire que c'est une copie. Voilà, la numéro 1, qui est la voiture de 1967 avec 67, Dan Gurney et Angie Foyle. 24 heures en tant que spectateur, bien sûr. Le message avait été passé en Ford. Ouais. Les hôtesses. Commence à se débrider un petit peu en fait à l'époque. On a du champagne sur le podium, puisque alors il y a plusieurs sources qui disent que, mais ceci étant, la cérémonie de podium en 1967 fait partie aussi des éléments déclencheurs, la fameuse cérémonie du champagne, du champagne qui accompagne donc le podium. Un virage qu'on ne verra plus. Comme ça en tout cas. En tout cas oui, comme ça. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment une épopée formidable, parce qu'à l'époque, il faut bien se souvenir, dans le contexte, Henry Ford voulait racheter Ferrari. Là, on retrouve la fameuse arrivée 1969, et en fait, vexé de n'avoir pu racheter la marque italienne, il s'est dit, on va venir la battre là où elle a tellement gagné que tout le monde la connaît, c'est Le Mans. Et c'est comme ça, finalement, qu'est parti ce fameux grand duel Ford-Ferrari qui a passionné le monde entier dans les années 60. Et donc un nouveau duel pour cette année. Plus qu'un duel d'ailleurs. Moi je dirais globalement un match à 4 à 5, puisque vous aurez donc Ford, Corvette tenant du titre, Ferrari qui est toujours extrêmement présent, même si ce n'est pas des voitures usines, mais de toute façon l'usine regarde. Vous avez naturellement Aston Martin, et n'oubliez pas aussi la présence de Porsche dans cette catégorie GT, donc c'est un match à 5 et 5 engagements vraiment officiels. Bien, merci. On passe maintenant à l'électricité. On a pu découvrir tout à l'heure la Formule E
chez Dams. Pascal, quelle voiture électrique faites-nous découvrir? D'abord, je voudrais dire un petit mot quand même sur l'état du paysage auto en matière de voitures électriques. 2 fois plus de voitures vendues cette année qu'il y a en 2015 qu'en 2013, c'est-à-dire 17 000 voitures électriques vendues. C'est beaucoup, ça y est, c'est parti. Il semblerait que ça démarre et qui tient la tête pour l'instant, c'est Renault avec sa Zoé qui fait 60% des ventes en France quand même. La deuxième derrière, c'est la Leaf, la Nissan, elle fait 13%. Où en est la Tesla que vous avez essayé? On est la Tesla. La Tesla, elle fait 700 ventes, un peu plus de 700 ventes dans l'année sur 17 000. C'est pas si mal, il y a plus de 1000 Tesla aujourd'hui en France, il faut le savoir. Alors Renault est devenu le leader européen, carrément, sur l'ensemble des marchés, des véhicules électriques. Quant aux hybrides rechargeables, c'est intéressant à savoir, ça vient de démarrer seulement depuis 3 ans, plus 189% l'année dernière de ventes, 5500 dans l'année. Bon, alors, et puis des nouveautés qui sont annoncées, vous parliez de Porsche il y a un instant, vous savez qu'il y a une belle Porsche, tout le monde l'attend, la Mission E, ou la Mission E comme vous voulez, ou encore le Volkswagen Buddy, le combi électrique qui vient de sortir. Non, une petite révolution est en train de se préparer grâce à Chevrolet, donc marque d'outre-Atlantique évidemment, qui sera badgée probablement Opel dans 1 an en France. Enfin, une voiture électrique abordable, puissante et autonome. Autonome dans le sens avec une autonomie correcte, pardon, parce qu'il y a des voitures autonomes effectivement aujourd'hui. Il s'agit de la Chevrolet i que vous voyez en ce moment, EV pour être tout à fait précis, à l'écran, qui a été présentée à Détroit. Pourquoi c'est une révolution? Tout simplement parce qu'elle a enfin des batteries suffisamment performantes pour nous amener sur 350 km. 350 km avec un plein, c'est énorme pour une électrique qui aujourd'hui tourne entre 150 et 200 pour les meilleurs, très, très honnêtement. Alors cette voiture a évidemment toutes les qualités d'une voiture de grande série et puis plein de gadgets électroniques qui faciliteront la vie, dont un émetteur Wi-Fi interne, un écran tactile, un système qui permet, comme sur d'autres électriques, mais pas obligatoirement aussi performant, de régler l'intensité de son frein moteur, etc. J'en passe et des meilleurs. 0 à 100 km/h en 7 secondes, 146 km/h de pointe, une voiture de 4,20 m et surtout, un prix enfin a priori abordable, $35 000 aux États-Unis à la fin de l'année, bonus non compris bien évidemment, enfin à déduire. En France, en Europe, on peut imaginer que ce sera à peu près dans la même eau, donc ça devient hyper compétitif. Ça fera une voiture aux alentours de 30 000 euros en France, pour une garantie de 8 ans et 160 000 km quand même aux États-Unis. Et en même temps sortait une autre voiture complètement fun, vous allez voir les images, qui s'appelle la Méhari, la e-Méhari pour être tout à fait précis, de Citroën, qui en fait n'est pas une Citroën, c'est une Bolloré. C'est une Blue Summer de chez Bolloré déguisée, fabriquée chez PSA à Rennes-la-Jeunesse. Alors elle est amusante, très honnêtement. Comme la Méhari de 68, elle a une carrosserie lavable à coups de jet d'eau. Comme la Méhari, elle a une capote qui se replie sur les côtés. Comme la Méhari, elle est en plastique. Comme la Méhari, elle a des teintes et des couleurs qu'on apercevra peut-être tout à l'heure, particulièrement fun. Un intérieur chouette également, sauf que probablement elle a les moins bonnes performances des voitures électriques actuelles, dans le sens où elle fait, par rapport aux 60 kWh dont je vous parlais tout à l'heure des batteries de la Chevrolet, elle en fait seulement 30, 110 km/h de pointe, et puis surtout un vrai problème sur la recharge, le rechargement de la batterie, puisque la particularité des Bolloré, c'est qu'elle se décharge à raison de 3,5% par heure si on ne la laisse pas brancher sur le courant. Donc c'est un petit peu embêtant. Bon, évidemment, elle est beaucoup moins chère. C'est une voiture de plage, quand même. Et c'est franchement une voiture de plage, oui. Il y a un problème, parce qu'une voiture de plage, on peut raisonnablement dire qu'on l'utilise 6 mois l'année. Donc, d'un point... oui, en hiver, c'est pas très évident d'utiliser ça, et économiquement, c'est pas très bon. Et puis, c'est pas toujours évident de les recharger à la plage. Comme vous dites. Bon, bref, elle va sortir dans quelques jours, là au printemps, et vous pourrez la découvrir chez tous les bons concessionnaires Citroën de France et de Navarre. Et que des bons, donc c'est bon. Pascal, Damien, vous avez déjà piloté une moto électrique? Moto électrique, non. Scooter, oui. Ça existait, il y a eu un petit peu de moto de compétition en électrique. Il y avait eu un championnat à un moment qui s'était fait il y a encore peut-être 2-3 ans, en ouverture des 24 heures du Mans, où il y avait... une douzaine de motos, je pense, une dizaine de motos. Mais ça n'a pas... Non, ça n'a pas pris, c'est compliqué, c'est coûteux. Donc on était dans la phase prototype à l'époque. Alors peut-être que maintenant ça a évolué comme les voitures, et puis je pense que peut-être qu'on sera amené à en découvrir de plus en plus.
V8 Le Mag est terminé. Merci à nos invités, Damien Saunier et Jean-Claude Poirier. Merci à Bruno Vandestick et Pascal Brulon. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau V8 Le Mag. Bonne route, à bientôt. Ce programme est présenté par votre garage Automobile Center, membre du réseau AD au Mans.